Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver au début de cette année 2022 qui va être certainement riche en événements et ça n'est pas mon invité qui va me démentir, je crois, un invité prestigieux. Il s'agit de Dominique de Montvalon qui a été et qui est encore très actif dans le domaine journalistique sur CNews, qui a été rédacteur en chef de nombreux journaux prestigieux aussi, comme Le Parisien, l'Express, etc. Voilà, exactement. Comment, à votre avis, va se dérouler cette campagne électorale qui a déjà commencé, même si le président de la République n'est pas encore candidat, tout le monde s'est lancé. Est-ce qu'on y voit un peu plus clair? Non, on n'y voit pas très très clair. Je me souviens que ma première carte de presse comme stagiaire à l'essai d'ailleurs, hein, on remonte à très loin en arrière, date de 1982. Non mais même, qu'est-ce que je dis? Mais 1972, oui. J'entrais à ce moment-là dans ce qui était le Point qui se créait à l'époque. Et plus tard, je suis devenu titulaire. Si je mentionne ça, c'est pour dire que j'ai vécu beaucoup de choses comme journaliste politique, mais je n'ai jamais vécu une situation aussi imprévisible, aussi incertaine, aussi étrange que celle qui est la nôtre aujourd'hui. Au moment où nous parlons, il y a un virus Omicron qui est en train de prendre le relais en France, et pas seulement en France, du virus Delta. Là, nous sommes à Paris. Hier, pendant tout le week-end et encore aujourd'hui, il y a des queues à l'entrée des pharmacies pour se faire tester, etc. Les Français sont marqués psychologiquement, en se disant mais quand est-ce que ça va finir? Où va-t-on? Est-ce que ça va recommencer? Comment se protéger? Et il y a une élection présidentielle. Et l'élection présidentielle, c'est effectivement, comme vous le dites, un rendez-vous absolument clé de la vie démocratique et de la vie publique du pays. Là, on n'en est pas si loin. Et on se demande quand est-ce, entre guillemets, que ça va commencer pour de bon. C'est-à-dire, pour résumer, est-ce qu'on ne parlera que du virus, que de la Covid, que de la façon de combattre l'épidémie ou de s'en protéger? Ou est-ce qu'on parlera de ça, parce que c'est inévitable, mais est-ce qu'on parlera aussi d'autres sujets qui sont extrêmement importants pour les Français? Je n'ai pas de repère personnel et je ne lis pas dans le bar de café. J'avoue que je suis sidéré. Je vais vous dire un petit détail. Un éditeur confiant et imprudent à la fois, il y a un peu plus d'un an et demi, m'a fait signer un contrat en me disant écrivez un livre sur l'élection présidentielle. Il ne s'agissait pas de donner le résultat, parce que ça, on n'a pas besoin d'un éditorialiste politique pour ça, mais je l'ai convaincu, et à mes yeux, les faits vont dans ce sens, que je ne pouvais pas y arriver, parce que il y a des potentialités de résultats, je parle des personnes, mais aussi du climat français, qui sont très diverses, très contradictoires, et jusqu'à un certain point, aussi plausibles les unes que les autres. Alors au cours de ces 2 dernières années, ou 3 dernières années, depuis que le président Macron est en fonction, la France a subi des secousses terribles, des grèves, des gilets jaunes, la pandémie, etc. Est-ce qu'un réflexe naturel, dans ce cas des électeurs, ne serait pas de dire, comme l'ont fait les Anglais à Churchill une fois la guerre finie, eh ben, dehors, on va prendre quelqu'un d'autre maintenant pour oublier toute cette période? Emmanuel Macron n'est pas à l'abri de ce réflexe, si j'ose dire, churchillien que vous évoquiez, quand les Anglais ont congédié Winston Churchill, la guerre finie. Alors je vous dirai simplement 2 choses. Donc c'est possible, c'est un des scénarios, c'est tout à fait un des scénarios. Je vous dirai 2 choses. Il faut que la guerre soit finie, s'agissant de l'épidémie, des virus qui s'accumulent, etc., et des discours contradictoires des meilleurs experts de la santé en France et peut-être dans le monde. On n'y est pas encore. J'espère de tout cœur, comme tout le monde, qu'on va y arriver, qu'on va voir le bout du tunnel, mais on n'y est pas encore. Et puis la deuxième condition pour un scénario du type Churchill, après-guerre, c'est qu'une alternative qui apparaisse crédible et rassurante à une majorité de Français surgisse. C'est possible. Par exemple, suivons
du regard avec attention l'itinéraire de Valérie Pécresse, que personne, que je connais comme journaliste politique depuis très longtemps, enfin depuis longtemps, je ne veux pas la vieillir, mais depuis longtemps, qui est une personne de qualité, mais j'avoue honnêtement que je n'aurais pas imaginé la voir surgir à l'issue d'une primaire tardive organisée par les Républicains. Eh bien, elle a surgi, la primaire a été tardive, elle s'est déroulée dans des conditions qui rendent le résultat crédible. Elle a réussi, je parle de Valérie Pécresse, à réunir un peu son monde. On va vérifier dans les semaines qui viennent, mais tout le monde a sa place. Il n'y a pas un chef ou une chef et les autres qui s'égaient dans la nature. Donc c'est par exemple, il n'y a pas qu'elle, mais c'est par exemple un scénario alternatif qui est crédible, on va dire. Mais ce n'est pas à vous que je vais apprendre qu'en France, il peut se passer des choses surprenantes. Par exemple, l'élection de François Hollande aussi, et les résultats que ça a entraîné, cette présidence absolument. Il se passe des choses surprenantes. Il s'est toujours passé des choses surprenantes. Quand je me souviens, par exemple, comme journaliste politique, mais bon, ça ne nous éclaire pas totalement sur la situation qui prévaut aujourd'hui, du duel Chirac-Balladur. Et on se souvient que presque jusqu'au dernier moment, Balladur était déjà en train de s'organiser pour s'installer à l'Élysée avec ses équipes, et Chirac était donné comme archi-battu, n'ayant aucune chance. Il a retourné la situation. Bon, autrement dit, un exemple parmi d'autres que j'ai vécu, il y en a eu d'autres, mais un exemple parmi d'autres du fait qu'on a des surprises. Mais on a des surprises et quelquefois saisissantes, que personne n'avait vu venir. Mais là quand même, je rebondis sur votre question initiale, on est dans une situation complètement inouïe, enfin qu'on n'avait pas imaginé. Nous manquons en tout cas je manque, et peut-être nous manquons d'éléments pour apprécier la situation, voir quelle sera la part des angoisses individuelles et collectives, quelle sera la part du dossier santé dans l'état où il sera dans 2 ou 3 mois. Mais bon, l'état de l'économie aussi. L'état de l'économie. Il y a encore, avant qu'Omicron, puisque Omicron il y a maintenant, ne surgisse, paraît-il, moins dangereux, mais en tout cas beaucoup plus contagieux, massivement contagieux. Avant qu'il ne surgisse, Bruno Le Maire, le ministre des Finances, avait en conscience et de façon responsable laissé entendre que bon voilà, l'horizon s'éclaircissait et que la reprise forte d'ailleurs était là. Qu'en sera-t-il si ça continue? Voilà, je ne veux pas développer une approche pessimiste, mais je veux simplement dire que c'est inouï, pardon de le répéter, c'est absolument inouï. Nos boussoles sont déréglées. Et tout est possible. Je dirais d'ailleurs que j'ai évoqué en termes politiques, en réponse à votre question, on a évoqué Emmanuel Macron, évidemment, on a évoqué Valérie Pécresse, mais n'écartons pas, par exemple, une Marine Le Pen qui n'est pas hors jeu. Et sait-on jamais si, avec Éric Zemmour, il y avait une forme d'entente. Certes, pour l'instant, ils sont dans une concurrence acharnée, mais enfin, bon, on a vu d'autres choses, des situations se retourner. Enfin, il y a d'autres hypothèses. C'est saisissant. Et pour les Français, c'est c'est un peu oppressant, voire un peu angoissant. Non pas qu'on ait envie de savoir absolument, oui, en plus... Enfin, ça rajoute à l'angoisse générale. Voilà, ça se rajoute à l'angoisse générale. Il y a un climat, les Français réagissent bien à une situation impossible et qui est quand même au total douloureuse par les contraintes fortes qu'elle entraîne et par la durée de la crise. Alors la France préside maintenant pendant 6 mois l'Union européenne et ça va entraîner un certain nombre d'activités du président qui va organiser des colloques, des réunions de ministres, des sommets, tout ça. Est-ce que ça va lui donner un avantage aux yeux des Français de le voir très régulièrement à la télévision diriger un tel, mettre de l'ordre en Europe? Sauf erreur de ma part, c'est avec la rotation tous les 6 mois, c'est une fois tous les 13 ans. Je ne sais pas, c'est très compliqué. Si certains soutenaient la thèse, je ne crois pas que ce soit le cas, sauf des hyper marginaux,
il faut tourner le dos à l'Europe, il faut quitter l'Europe, etc. À ce moment-là, il serait fort d'un ancrage européen et qui dit quelque chose aux Français. Les Français ont quand même ont deux sentiments, me semble-t-il, en majorité par rapport à l'Europe. Une extraordinaire frustration. Elle est horripilante, cette Europe, on ne la comprend pas, et elle prend des décisions de loin. Enfin, elle est quand même, au total, pour beaucoup de Français, à la fois opaque et tatillonne. Mais si on leur demande, de façon directe ou indirecte, est-ce que vous voudriez qu'on claque la porte et qu'on s'en aille, et qu'on renonce à l'euro, à les limites comme les Britanniques. Là, non, parce qu'on sait qu'elle est protectrice. Elle est protectrice d'une double façon. Par rapport à l'histoire de France depuis, avec les les deux guerres mondiales et même avant, etc., elle a fait du continent un lieu, pourvu que ça dure, mais de paix, etc. Donc c'était extrêmement important. Et puis elle est aussi protectrice, on l'a vu récemment, parce que chaque nation gardant son identité, sans l'Europe, nous n'aurions pas pu... nous serions, on va le dire comme ça, alors à l'envers, s'il n'y avait pas l'Europe, on serait dans une situation désastreuse. L'Europe, aussi agaçante, aussi tatillonne, aussi quelque part insupportable dans le quotidien qu'elle soit, l'Europe est une protection et une aide pour conduire notre chemin. Oui, et aussi dans la crise épidémique actuelle, l'Europe a permis, en se coalisant, en essayant justement, enfin en évitant que chaque pays ne fasse son vaccin dans son coin, elle a groupé les efforts, elle a groupé les fonds et ça a permis des milliards de doses de vaccins. Je vous rejoins totalement, Bernard, totalement. Ajoutons même à ça que les plans de relance européens auxquels l'Allemagne, je sais que vous êtes un spécialiste de l'Allemagne, alors je dis ça avec prudence devant vous, contredisez-moi, mais Angela Merkel a consenti à une évolution de la position allemande en la matière, et ces plans de relance européens, ce sont des éléments de stabilisation du continent qui sont capitaux. Où serait-on si nous n'avions pas ça? Donc, il ne faut pas se tromper, de mon point de vue, dans l'interprétation des débats sur l'Europe. Il y a de ceux qu'il y en a, des petits, des grands, des moyens, etc. Et souvent sur le mode irrité, ou plus que ça, etc. Il y a quand même une idée que l'Europe, c'est fondamental. Ça avait été dit d'ailleurs par Giscard, par Mitterrand, par Rocard, par Chirac, etc. Enfin, c'est quand même, il y a quand même une ligne de force, au-delà des personnalités et des différences de stratégie, une ligne de force qui marque une continuité européenne. Alors la France veut, on le sait, on le vérifie même ces jours-ci, veut avoir un statut singulier autant qu'il est possible. Nous sommes la France, n'oubliez pas notre histoire avec un grand H, etc. Mais l'Europe, c'est capital. Oui, il y a aussi le contre-exemple du Brexit. On voit que les Anglais ont beaucoup de difficultés depuis. Nos amis anglais, nous les adorons. Oui. Sans eux, où en serions-nous? Mais je crois qu'ils sont en train de se rendre compte qu'ils payent déjà cher un Brexit qu'ils n'avaient pas vu venir, puisque à l'origine, c'était pour lever l'hypothèque d'une sortie de l'Europe que le référendum avait été organisé par David Cameron. Et puis, stupéfaction, comme quoi les référendums ne donnent pas, on l'a déjà souvent vérifié, ne donnent pas toujours les résultats qu'on attend ou qu'on espère selon les cas. Alors, vous avez mentionné le nom d'Éric Zemmour tout à l'heure. Quel est votre sentiment à propos d'abord de lui-même, de son caractère, de ses capacités à être président? Et avant ça, peut-être, est-ce qu'il va avoir le nombre de signatures nécessaires? Là, j'ai tendance, je ne sais pas, je viens aux signatures tout de suite puisque vous m'y incitez. Moi, j'ai tendance à penser que oui. Hein. Sans fait mettre un signe égal, sa situation d'aujourd'hui est compliquée. Il n'a pas de parti en tant que tel derrière lui. Dans la mouvance au sens large qui est la sienne,
il y a quand même la concurrence de Marine Le Pen et du Rassemblement national qui n'ont pas décidé de lui faciliter la tâche, parce que sinon ça voudrait dire que Marine Le Pen échouerait à accéder au second tour. Et puis, il débute, alors éventuellement on peut dire dans un certain registre esthético-politique, il débute avec talent, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de faire ce qu'il fait. Mais enfin, il débute complètement, il entre en scène dans un registre qui n'est pas sûr. Ce n'est pas la même chose d'être éditorialiste, fut-il brillant, éditorialiste de la presse écrite, puis ensuite éditorialiste à la télévision, sur la chaîne CNews, et brusquement. Moi, j'ai tendance à penser qu'il y parviendra parce que ce qu'on entend, mais on verra, hein, je ne sais pas, il ne me semble pas que ce soit acquis au moment où nous parlons, hein, mais pour deux raisons. Là, d'abord, ce qu'on entend, c'est, même ceux qui combattent, ou la plupart de ceux qui combattent politiquement Éric Zemmour, disent la démocratie, c'est que chacun a droit à la parole. Quelqu'un, prenons un étiage moyen, mais qui fait 13 à 14%, enfin peut-être plus, peut-être moins, je ne sais pas, mais enfin bon. Lui et ses supporters ont droit à la parole, sinon on marche sur la tête. Et d'ailleurs, je vous dirais que si ce n'était pas le cas, s'ils ne pouvaient pas accéder, nous serions dans une crise démocratique très violente. Parce que déjà, notre démocratie, elle est forte et historique, mais elle est quand même très, très secouée. Sur plein de choses, elle secoue. Et l'idée que certains ne puissent pas être représentés par le candidat qu'ils ont choisi ou qu'ils veulent, ce serait quand même un gros problème. Alors j'ai tendance à faire le pari qu'il les aura. Ouais, je vous interromps juste pour vous dire que quand même, ça a été très longtemps le cas avec le Front National, qui avait 1 ou 2 députés, alors qu'un nombre de voix absolument... Oui. Non, alors ça c'est... Attendez, d'abord, je vais vous dire, vous avez raison de parler du Front National, parce que toute chose égale, je ne mets pas un signe égal, toute chose égale, la situation aujourd'hui d'Éric Zemmour en quête de signature qui lui permettent d'être candidat me fait penser, on vient très longtemps en arrière, pas Marine Le Pen, à son père, Jean-Marie Le Pen, qui à une certaine époque criait pas famine, il criait je veux des parrainages, et je ne suis pas sûr d'y arriver. Finalement, au total, il a fini par y arriver, aidé en douce par certains et puis convaincant d'autres de la chose. Non mais c'est autre chose ce que vous dites, mais qui est très important, c'est que le mode de scrutin majoritaire, hyper majoritaire, fait que on élit un président, au second tour il y a les deux candidats et puis voilà. Mais ensuite à l'Assemblée, il y a aussi le Sénat, mais restons sur l'Assemblée. À l'Assemblée, il y a une accélération d'un mode de scrutin majoritaire qui fait qu'on a le sentiment, qu'il n'y en a que pour certains, massivement, et surtout, que d'autres qui ont droit à la parole, qui ont vocation à participer au débat démocratique, sont en tout petit nombre. C'est le cas notamment du ex-Front National, aujourd'hui Rassemblement National. Ça fait partie quand même des problèmes, et c'est un des éléments qui nourrit ce qu'on constate, c'est-à-dire la défiance de beaucoup de Français vis-à-vis du système politique tel qu'il est. Donc, espérons que des aménagements d'une nature ou d'une autre feront quand même que les choses soient au minimum, vous voyez, au minimum plus équilibrées quand même, que tout le monde soit là, tout le monde soit au rendez-vous dans l'hémicycle de l'Assemblée. Et à votre avis, Éric Zemmour, donc vous dites un étiage de 13-14%, oui. il prend des voix où, lui, par rapport à Marine Le Pen? Est-ce qu'ils ils pêchent tous les deux dans le même vivier? Non, pas seulement. Alors d'abord, lui, c'est intéressant, c'est de voir, parce qu'il l'a dit plusieurs fois, on va le réentendre, j'imagine, dans quelques jours, son objectif, ce qu'il appelle l'union des droites, c'est son vocabulaire, c'est de prendre du côté de Marine Le Pen, enfin de l'électorat de Marine Le Pen, et du côté de l'électorat des Républicains. Alors il est convaincu que Marine Le Pen elle a beau avoir changé un peu, il l'a dit, alors je le cite, n'a aucune chance d'accéder au second tour, et en tout cas, aucune chance d'accéder au second tour, je ne sais pas s'il a dit ça, mais en tout cas, aucune chance de battre, compte tenu de l'image de la famille Le Pen, de son image personnelle, etc., de son échec en 2017, qui était quand même de l'ordre du retentissant.
elle n'a aucune chance de battre Emmanuel Macron. Et lui, au fond, il se veut l'homme qui réunirait cet électorat plutôt populaire, hein, au bon sens du terme et au sens large, côté Marine Le Pen, et avec un électorat, entre guillemets, là aussi, plus bourgeois, qui serait l'électorat des Républicains, par exemple. Aujourd'hui, l'électorat de la droite modérée, qui a longtemps été un des pivots de la scène politique française. Alors là, pour l'instant... Mais pourtant, son langage actuel, qui quand même fait beaucoup de provocations, n'inciterait pas tellement les modérés de la droite. Alors là, moi, je suis effectivement... D'abord, je pense que l'émergence de Valérie Pécresse, on va voir, je ne sais pas si elle tiendra la route, mais lui complique la donne, parce qu'il y a une cohérence Pécresse qui semble se mettre en place, et j'insiste sur ce que nous disions tout à l'heure, avec en plus tous les concurrents de Valérie Pécresse font partie de son équipe. On est dans une situation radicalement différente de Fillon. Il y a d'autres raisons aussi, mais Fillon en 2017, avant qu'il ne soit écarté, mais parce que Fillon jouait totalement en solo, en solitaire. Moi, Fillon, et puis bon... Et il ne les associait même pas à la confection de son projet. Bon, passons, Fillon, c'est le passé, hein, il faut dire les choses comme elles sont, et définitivement aujourd'hui. Donc alors c'est compliqué, revenons à Zemmour, c'est compliqué parce que là, il y a un bloc qui semble s'être mis en place et qui est assez cohérent. Est-ce qu'il sera suffisamment attirant? J'en sais rien, mais en tout cas, pour Éric Zemmour, aller prendre des voix... Avant, quand il n'y avait pas de primaire, quand il n'y avait pas de leader, quand c'était la division et la concurrence, ça pouvait être crédible. Alors, donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est à un niveau. Les sondages, j'ai appris comme journaliste politique à les prendre avec des pincettes et avec du recul. Hein. Mais pour l'instant, sa cote reste relativement forte, mais c'est un peu tassé. Il n'arrive pas à mordre il n'arrive plus à mordre sur les Républicains. Et puis Marine Le Pen, maintenant, elle a ça s'est un peu tassé, mais elle tient la route. Donc c'est compliqué. On parlait au début de notre entretien, en réponse à vos questions, d'une situation très difficilement prévisible. Je vous donne un sous-ensemble, mais je ne fais pas l'esprit fort en disant ça. Ça m'agace de ne pas savoir la réponse, mais au moins je peux poser la question. Il y a une rivalité très nette. Ça ne se limite pas à ça, mais il y a une rivalité très nette entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Qu'est-ce qui se passe si, dans quelques semaines, l'un des deux prend l'ascendant sur l'autre? Est-ce que Éric Zemmour, si c'est Marine Le Pen, rallie Marine Le Pen? Est-ce que Marine Le Pen rallie Éric Zemmour? Enfin, il y a d'autres éléments, mais prenons d'abord ce point. Qu'est-ce qu'ils font ensemble? Parce que si on additionne, ce qui est un peu artificiel, mais pas complètement, si on additionne potentiellement leurs deux électorats, ça fait du monde. C'est un coup de tonnerre. Ah, ça fait du monde. Mais on ne sait pas. On n'a jamais vu une situation comme ça, avec une France nerveuse, une France tendue, une France qui tangue, un peu, n'exagérons pas, mais quand même, hein, et une démocratie un peu ballottée. Dominique de Montvalon, je vous remercie pour tout cet éclairage sur la politique en ce début de nouvelle année, que je vous souhaite d'ailleurs excellente et très heureuse. Et à tous les téléspectateurs aussi, je le souhaite bien entendu. Et je vous serai reconnaissant de revenir régulièrement pour nous donner vos impressions sur cette campagne qui s'annonce. Je suis toujours ravi de dialoguer avec vous, Bernard. Triomphalement. Merci beaucoup, Dominique. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir suivi cette émission.